l'heure, le temps fort de cette émission, les questions d'actualité au gouvernement. Il va y avoir plusieurs questions sur les propositions de la Convention citoyenne, surtout sur le fait qu'Emmanuel Macron promette de transmettre l'essentiel de ses propositions par des décrets, des projets de loi et un référendum. On vient d'en parler, on de quoi faire réagir les parlementaires. Mais d'abord, on s'intéresse au texte débattu cet après-midi dans l'hémicycle et qui lui parle de la dette Covid et de sa prise en charge par la sécurité sociale. On va parler de tout ça avec deux invités sur ce plateau. Mais d'abord, on rejoint Alexandre Poussard, salle des conférences. Vous êtes avec le sénateur centriste Olivier Henno. Effectivement, Tam, et la dette du coronavirus qui s'élève à 136 milliards d'euros, eh bien, elle va être transférée dans la caisse de la sécurité sociale. Alors Olivier Henno, est-ce que c'est à la sécurité sociale de payer la facture du coronavirus ? Alors c'est la logique de la CADES d'amortir la dette sociale de cette caisse. Donc comme vous l'avez dit, 136 milliards, prolongation des remboursements sur 9 ans, donc jusqu'en 2033, pour que ce soit supportable en termes de prélèvement obligatoire. Nous sommes dans une circonstance exceptionnelle avec cette crise sanitaire. Donc il n'est pas totalement illogique. On croyait en avoir fini avec la CADES en la fin de l'année. Bon, à l'évidence, et c'est pas le cas. Nous devons prolonger absolument cette dette. Ce qui s'est passé en fait, c'est que nous acceptons en termes de prélèvement cette logique, mais nous voulons adopter deux amendements. Un premier amendement pour ne pas accepter le transfert de la dette sociale, c'est le sens du rapport, le transfert de la dette des hôpitaux, c'est le sens du rapport de Jean-Marie Van Lorenberg, et puis aussi un autre amendement qui prévoit d'installer la règle d'or pour qu'on en finisse enfin avec ce remboursement de la dette sociale. Est-ce que ce ne serait pas aussi à l'État de payer une partie de la dette du coronavirus, notamment compte tenu de l'impréparation de notre administration, de l'État, face à la crise sanitaire ? Alors c'est la raison de l'amendement par rapport au transfert de la dette des hôpitaux. Parce que là, il nous semble qu'on n'est pas dans la logique de la CADES. La logique de la CADES, c'est l'amortissement de la dette sociale. Là, on est, pour ce qui concerne les hôpitaux, sur des investissements. Et donc, ça ne nous paraît pas très clair, très logique. C'est la raison pour laquelle notre groupe va soutenir l'amendement déposé par Jean-Marie Van Lorenberg. Alors, si la sécurité sociale supporte la dette du coronavirus, au final, ce sont les salariés, les retraités qui vont payer la facture avec une hausse de CSG ? Alors c'est la logique du CRDS, c'est depuis 1996 que c'est comme ça. On croyait en avoir terminé une cotisation pour payer la dette sociale. C'est évident que ça n'est pas satisfaisant, puisque on fait payer des coûts de fonctionnement, des soins, de la santé, de la retraite par les générations à venir. C'est pour ça que pour en finir avec cette logique, nous voulons introduire la règle d'or. C'est cette logique. Ce n'est pas un projet de loi anodin, puisqu'il y a aussi la question de la cinquième branche, la branche autonomie. C'est un projet de loi très important, 136 milliards à la CADES et la cinquième branche, la branche autonomie. Et oui, la cinquième branche de la sécurité sociale pour lutter contre la dépendance. Merci beaucoup Olivier Henno pour votre intervention. Merci à vous. C'est à vous Tam. Merci beaucoup Alexandre. On poursuit le débat sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Chassaing. Bonjour. Bonjour. Sénateur Les Indépendants de la Corrèze, vice-président de la Commission des Affaires sociales, et Jean-Louis Touraine. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste d'Ille-et-Vilaine et membre de la Commission des Affaires sociales. On va commencer sur ce projet de loi débattu cet après-midi et qui parle de la prise en charge de la dette Covid. Alors, qui doit prendre en charge le déficit lié à la crise du Covid ? C'est la première question posée par le projet de loi qui, lui, prévoit, Daniel Chassaing, un transfert sur les comptes de la sécurité sociale. Si vous voulez, le fait de la sécurité sociale, c'est qu'il y a un déficit au niveau des entrées à la sécurité sociale, parce qu'il y a une baisse absolument des salaires, de la masse salariale. Et bien sûr, c'est normal que ce soit la sécurité sociale qui prenne en charge, parce que, les malades du Covid et la dette du Covid, c'est normal que ce soit la sécurité sociale qui le prenne en charge. Alors, il y a effectivement la dette
la reprise de la dette des hôpitaux de 13 milliards qui avait été incluse et le gouvernement, effectivement, dans le projet de loi avait indiqué que c'était l'État qui devait prendre en charge ces 13 milliards. Donc ça, effectivement, c'est à débattre. En tout cas, pour l'instant, le texte prévoit d'ajouter 136 milliards d'euros au trou de la Sécu. Jean-Louis Touraine, vous y opposez ? Alors, il n'ajoute pas 136 milliards. Dans les 136 milliards sont incluses l'ensemble des dettes de l'État. Alors, sur le point de la légitimité du transfert de l'État vers la sécurité sociale, je pense qu'il y a tout de même un certain nombre d'éléments dont il faut tenir compte. Le premier, c'est que la dette antérieure est de 31 milliards, qui avait été creusée d'ailleurs par le fait que, en partie par le fait que l'État a pris un certain nombre de décisions, notamment l'exonération des heures supplémentaires, la suppression du forfait social, qui sont des décisions de l'État et qu'il impute à la sécurité sociale. Sur les conséquences du Covid, c'est 92 milliards d'euros. C'est ce qui fait les 92 milliards, plus les 13 milliards pour les hôpitaux. Pour les hôpitaux dont on vient de parler. Tout à fait. Les 92 milliards, c'est les dépenses liées au Covid, et notamment le manque de rentrée d'argent dont parlait M. Chassaigne, et qui sont des exonérations des entreprises pour un motif qu'on peut partager. Simplement, c'est à l'État d'assumer les conséquences. Qu'est-ce que ça changerait que ce soit une prise en charge par l'État ? Absolument. J'ajoute que l'État, lui, quand il rembourse, il ne rembourse que les intérêts, puisqu'il emprunte à chaque fois le capital. Ça représenterait, pour l'État, ça représenterait 1 milliard 500 millions d'euros. Donc ça pas grand-chose, en fait, vous dites, voilà, pour l'État. Tout à fait. Et ça va représenter, pour la sécurité sociale, ça va représenter 12 milliards d'euros. C'est dire que vous allez peut-être nous poser la question sur les perspectives en direction de la santé et de l'hôpital. C'est dire que les moyens qui restent pour l'hôpital vont être sérieusement amputés. C'est un problème, ça, Daniel Chassaing. Pourquoi ne pas avoir une prise en charge par l'État si cela ne représente pas grand-chose pour lui, et alors que, pour la sécurité sociale, au contraire, cela peut tout changer ? Non, mais si vous voulez, il y a eu une diminution de la masse salariale. Bon, c'est comme ça, c'est la maladie. Les gens ont été obligés d'être confinés. Ça fait partie de la maladie. Donc ça me paraît normal, effectivement, que ce soit la sécurité sociale. Bon, les 92 milliards, effectivement, c'est une estimation de la dette 2020, 2021 et 2022. Donc moi, je pense que c'est tout à fait normal. Alors, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, va être différée de 2024 à 2033, plus 9 ans. Bon, ça me paraît normal. C'est une épidémie, c'est de la faute de personne. C'est pas de la faute de l'État non plus. Donc voilà. Mais la gauche vous dit on pourrait faire autrement. Oui. D'autant que c'est pas justifié. C'est qu'il y ait eu des malades et qu'il y ait eu des salaires en moins, c'est une évidence. Ça porte sur 2 mois. Mais l'essentiel de la dette à venir, parce que vous avez raison de dire que ça va se poursuivre sur 21-22, et c'est l'accumulation de l'ensemble des déficits qui va amener à cette dette de 136 milliards d'euros. L'essentiel, les gens ne seront pas malades davantage dans les années qui viennent, c'est l'exonération qui a été accordée des cotisations sociales à un certain nombre d'entreprises. Oui, c'est aussi une diminution de la masse salariale, c'est-à-dire une diminution des rentrées de la sécurité sociale. Parce que, effectivement, les entreprises n'ont pas travaillé. Voilà. C'est pas que les exonérations. C'est pas 92 milliards. Mais c'est pas 92 milliards. C'est marginal par rapport à ce qui est consenti. Alors, le projet de loi prévoit également la création d'un 5e risque assuré par la sécurité sociale. Ça signifie donc ajouter aux 4 risques existants. Ces 4 risques, c'est la santé, accident du travail et maladie professionnelle, famille, retraite, un 5e sur l'autonomie et la dépendance. Ça, pour le coup, Jean-Louis Touraine, c'est consensuel, la création de ce 5e risque ? Ou pas? La déclaration, oui, tout le monde est d'accord. Ça fait des dizaines d'années qu'on évoque cette question. Et tous les gouvernements successifs, que ce soit celui de M. Sarkozy, de M. Hollande, ont buté devant les conséquences financières et les difficultés qui les attendaient. Or, aujourd'hui, c'est juste une annonce. On vous dit, on va mettre en place
une cinquième branche. Alors je ne sais pas si c'est une cinquième branche ou un cinquième risque, parce que ce n'est pas la même chose. Oui. Je ne sais d'ailleurs pas, les deux comme le risque n'est pas défini du tout dans son périmètre. Est-ce que c'est le risque pour les personnes âgées? Est-ce que les personnes en situation de handicap sont intégrées? Quels sont les moyens qu'on va mettre en face pour financer tout cela? Comment les départements vont-ils être intégrés? Parce qu'ils représentent à peu près 18% du financement de la dépendance. Par conséquent, et tout un tas d'acteurs qui interviennent, quelle va être la part de l'État? Est-ce que ça va encore être un transfert sur la sécurité sociale? Bref, des tas de questions qui ne sont pas résolues et qui n'ont pas de réponse dans la proposition qui est faite, qui est une question de communication pour laquelle sans doute on a beaucoup à se faire pardonner. Peut-être qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs, Daniel Chassaing, parce qu'il y a un rapport qui doit être remis au mois de septembre qui va parler un peu de tous ces sujets. Voilà, puis là, donc, on parle de ce cinquième risque, ce n'est qu'une annonce pour l'instant. Écoutez, moi, oui, c'est qu'une annonce, mais vous dites mieux que rien. Malheureusement, depuis Lionel Jospin, on parle de ce cinquième risque et ça n'a jamais été mis en place. Donc moi, je suis favorable, je suis très satisfait qu'il y ait ce cinquième risque qui soit mis en place. Qu'est-ce que ça va permettre, l'instauration de ce cinquième risque? Parce que l'autonomie, elle est prise en charge par la sécurité sociale, mais un petit peu à cheval entre les différents risques de la sécurité sociale. Comment ça se passe? L'autonomie est prise en charge, si vous voulez, au niveau des personnes âgées par l'État qui subventionne le département, mais c'est en gros pris en charge aux 3/4, aux 2/3 par le département. Par le département. Donc le fait que l'État maintenant dans la sécurité sociale, et je pense que c'est une équité au niveau de la nation, je pense que c'est une bonne chose. Mais effectivement, je pense que le gouvernement prévoit seulement 2,3 millions en 2014, c'est-à-dire 0,15% de CSG. C'est pas suffisant. Il faut que dès 2021, parce que actuellement, le personnel en EHPAD et à domicile n'est pas suffisant. Et il faut absolument qu'il y ait une augmentation d'environ, on peut estimer, à 20% du nombre de personnes en EHPAD. Donc il faut commencer dès 2021, parce que pour arriver à avoir... Actuellement, il y a un encadrement dans les EHPAD de 0,6. Il faudrait qu'on arrive à 0,7 ou 0,8, 20% de plus. Et je pense que pour ça, il faut au moins 4 à 6 milliards. Ce qui fait qu'en 2024, si on veut vraiment être prêt, mais il faut commencer dès 2021 dans le PLFSS 2021, le budget de la sécurité sociale, envisager un financement de l'autonomie. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Louis Touraine? Il faut beaucoup je suis plus d'accord sur, tout de suite. Je suis d'accord sur les conclusions. Simplement, c'est pas dans la déclaration. Donc on ne sait pas comment ça va être financé. Tout ce qui est dit jusqu'à présent, c'est que on va prendre une part de la CSG à partir de 2024 et ça va représenter 2,3 milliards. Mais si l'on considère aujourd'hui la situation, la simple actualisation à partir de l'augmentation de la population dans la population de plus de 75 ans, simplement pour satisfaire sans améliorer le service. Et on sait combien il est dégradé. On a vu les grandes manifestations de 2018. Et le rapport de Dominique Libaud indique bien que, pour satisfaire et actualiser, il faut déjà 2,1 milliards. C'est-à-dire qu'on consomme l'ensemble de ce qui est prélevé sur la CSG. Pour améliorer le service, faire en sorte, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par M. Chassaing, il faut, aux alentours, d'après M. Libaud, moi je n'ai pas vérifié ces chiffres, 4,8 milliards. C'est-à-dire qu'il faut trouver 7 milliards par an dans les premières années, pour aller jusqu'à plus de 10 milliards en 2030. C'est dire que le compte n'y est pas, et que la façon de transférer, on en a parlé il y a quelques instants, des devoirs de l'État et des charges de l'État sur la sécurité sociale ne va pas favoriser la mise en œuvre de ce cinquième risque. En tout cas, les limites de notre système de prise en charge des personnes âgées ont été aussi démontrées avec cette crise sanitaire du Covid, un sujet sur lequel planche le Parlement. Le Sénat lance sa commission d'enquête, tandis que l'Assemblée nationale a auditionné hier Agnès Buzyn, l'ex-ministre des Solidarités et de la Santé. On l'écoute. Il n'y a pas une journée où nous ne prenons pas des décisions. Pas une journée où nous n'avons pas anticipé, toujours par rapport à l'OMS et à l'ECDC. Nous sommes toujours en avance par rapport aux décisions internationales. Donc,
En aucun cas, je peux vous dire qu'en aucun cas, je peux laisser dire que le ministère de la Santé a été lent. Voilà. Pour cette intervention d'Agnès Buzyn, tandis que l'on voit que ça commence à arriver dans la salle des conférences du Sénat et vous voyez notamment le Premier ministre Édouard Philippe qui est présent pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement qui commence dans un quart d'heure. Alors d'abord votre commentaire Daniel Chassaing sur ce que vient de dire l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn. Pour elle, la France était extrêmement bien préparée à la pandémie, bien sûr dans le contexte de polémique que l'on connaît aujourd'hui. Oui, alors si vous voulez... cette pandémie, d'abord, elle était imprévisible et inédite. Et effectivement, l'OMS, au mois de janvier, je n'ai pas la date précise, mais indiquait qu'il y avait très peu de chances pour que ça arrive en Europe. C'est vrai que lorsque l'épidémie est arrivée, notamment, disons, fin février, début mars, on peut dire qu'on n'était pas suffisamment préparé. Est-ce que c'était prévisible ? Surtout au niveau des masques et des tests. Oui. On peut dire ça. Alors après, qui est responsable ? Ce qui est responsable, c'est d'abord le virus, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce virus, d'après les informations, déferle comme ça sur toute l'Europe. Jean-Louis Touraine, votre réaction à cette défense d'Agnès Buzyn est-elle pour vous convaincante ? Elle a été attaquée sur le manque de réactivité et d'anticipation qu'il y avait pu avoir de la part de son ministère. J'ai tendance à considérer que Mme Buzyn a dit des tas de choses, des vérités et leur contraire. Vous faites notamment référence à son interview dans Le Monde lorsqu'elle a pu dire on aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. Il y a eu beaucoup de propos de la part de l'ex-ministre de la Santé. Elle a aussi déclaré au début du coronavirus, on peut lui pardonner, mais enfin, il ne faut quand même pas qu'elle se dédouane de cette façon. Elle a aussi déclaré qu'il n'y avait pratiquement aucune chance pour que le virus né en Chine vienne jusqu'à nous. C'est tout un certain nombre de déclarations. Oui, et puis d'autre part, il y a une commission d'enquête qui est en cours, par conséquent, je ne vais pas me prononcer avant, je n'ai pas suffisamment d'informations pour dire si on a été à la hauteur, pas à la hauteur. Les comparaisons internationales ne nous sont pas favorables, mais ça ne veut rien dire. Il faut peut-être regarder les raisons pour lesquelles ça s'est passé de cette façon. Autre conséquence du Covid, les discussions qui sont ouvertes dans le cadre du Ségur de la Santé, des discussions qui doivent aboutir dans quelques jours et qui pour l'instant ne satisfont guère les soignants. Ces soignants qu'on applaudissait hier et qui sont aujourd'hui dans la rue, ils réclament plus de moyens, ils réclament une revalorisation de salaire. Le gouvernement met 3,6 milliards sur la table, mais le compte n'y est pas pour les soignants. Daniel Chassaing, il y a notamment 300 millions seulement pour les médecins hospitaliers qui disent c'est des mesurettes, c'est du saupoudrage. Et c'est vrai que les médecins hospitaliers doivent être réévalués dans leur salaire. Ça, je suis tout à fait d'accord, comme tout le personnel, puisque on se rend compte que les infirmières sont, par rapport à nos voisins européens, beaucoup moins mal payées. Oui. Et donc, il faut absolument revaloriser le salaire des infirmières et des aides-soignantes, même de tous les salariés, mais surtout, effectivement, des infirmières et des aides-soignantes qui jouent, bien sûr, un rôle considérable dans l'hôpital, dans les EHPAD, partout. Et le gouvernement est à la hauteur pour vous là-dessus ? Si vous voulez, le gouvernement, d'après ce que j'avais compris, c'était une proposition de 6 milliards d'euros. Je ne sais pas, c'est quand même une somme qui est conséquente, mais en tout cas, je suis bien sûr tout à fait favorable à ce que souhaitent et les ONDAM, d'ailleurs, depuis 2012, qui était en 2012 et 2017, étaient de 2%, alors qu'on sait très bien que pour continuer l'hôpital, il fallait augmenter de 4%, et augmenter davantage si on veut augmenter les salaires du personnel, ce qui est tout à fait normal. Votre réaction, pour conclure, Jean-Louis Touraine, à ce Ségur de la Santé et les manifestations des soignants qui se poursuivent. Oui, alors elles ont eu lieu d'ailleurs bien avant le coronavirus et par conséquent, elles reflétaient la situation de l'hôpital, quelles que soient par ailleurs les responsabilités, et elles ne sont pas les seules à la seule charge de ce gouvernement. Il n'en reste pas moins que l'expression « quoi qu'il en coûte » commence à avoir ses limites. On voit bien qu'on est en train de mégoter, alors que... C'était pendant la pandémie. Oui, on a raison
Les aides-soignantes, elles sont les plus mal rémunérées peut-être d'Europe. Les infirmières sont dans la même situation. Et le rapport qui a été établi par Madame El Khomri sur la situation de l'emploi, notamment dans le secteur médico-social, montre que on pourra développer les capacités d'accueil, le nombre de personnel à l'intérieur des EHPAD. Il n'y aura pas de candidature tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ne veulent plus exercer cette profession compte tenu des contraintes, des difficultés et des salaires qui sont aussi bas. Oui, un gros problème aussi du nombre, je rejoins mon collègue, du nombre d'infirmières et d'aides-soignantes. Il faut absolument, en augmentant les salaires, aussi avoir un plan de formation, parce que sinon on va avoir une pénurie d'infirmières et d'aides-soignantes. Plan de formation et attractivité de l'hôpital public. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce face-à-face. Place après